Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une belle semaine. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire comme d'habitude sur l'actualité crypto, mais également maintenant économique, vous savez, puisqu'on a forcément un enjeu quand même économique qui est rien d'autre que le choc pétrolier, je veux dire un livre d'histoire de 2026, avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Surtout que ça n'a pas l'air de se calmer la situation malgré les propos de Trump sur le fait que les États-Unis vont rapidement mettre les voiles et arrêter la guerre. Bon. Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas, pour l'instant en tout cas, malgré les propos qui sont en cours. Donc, bien, c'est assez compliqué de se projeter quand même, si ce n'est de voir des choses négatives. En tout cas, malheureusement, j'aimerais bien vous dire que les choses vont aller dans le meilleur des mondes, mais il faut être un peu bisounours, malheureusement, pour penser que les choses vont vraiment aller dans le bon sens, au niveau économique, je veux dire, en tout cas, quand on voit la situation déjà de l'Europe. Donc, je parle surtout de l'Europe, parce que je vais vous expliquer vraiment pourquoi ça commence à paniquer. Donc là, au niveau en haut lieu, c'est clair. Ils retournent leur veste dans tous les sens au niveau de l'économie. Je vais vous montrer les articles, les déclarations qu'ils ont fait cette semaine. C'est quand même dingue quand on pense qu'on a passé 30 ans dans une idéologie particulière et ils se réveillent maintenant, quoi. Voilà, un peu tard. Hein. Bon, donc voilà. Bien sûr, je vais faire le point sur le Bitcoin, l'actualité crypto, VeChain, Ondo Finance, bref, il y a pas mal de choses à voir au niveau du RWA, la tokenisation d'actifs, parce que pendant que c'est le bordel au niveau géopolitique mondial, il y a un narratif qui continue de pousser en force, vraiment en force, c'est le RWA, la tokenisation d'actifs, et je vais vous prouver comment et pourquoi d'ailleurs. Voilà, vous savez toujours les articles, les sources, vraiment qui sont le fer de lance, vraiment de mes vidéos, clairement. Bon, et ben écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas aussi à mettre un like pour soutenir la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, et puis, écoutez, c'est parti. Je commence avec le rapport de Fartile Investor sur les ETF Bitcoin et Spot. Regardez-moi ça. Bon, ben, on a eu une semaine positive. On a eu, en fait, depuis la semaine dernière, seulement 2 jours, le 5 et le 6 mars, qui ont été négatifs, vous savez, avec entre 5 et 600 millions de dollars de sortie. Mais ça a été compensé derrière largement avec le 9, 10, 11 et 12 mars qui ont été positifs, qui ont rattrapé au final la semaine dernière où effectivement là aussi on avait le 2, 3 et 4 mars qui étaient positifs. Bon, donc on a eu 2 jours, ça a été vraiment voilà, la sortie de capitaux, correction, encore une fois, manipulation, enfin, on peut tout imaginer en ce moment, parce que tout est possible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est incroyable. Mais en tout cas, pour les ETF, là, on sent que globalement, on est plutôt sur une phase de montée de capitaux, d'injection de liquidités sur les ETF Bitcoin Spot. Et ce qui nous le prouve, c'est tout simplement cette courbe qui, en cumulé, regardez, a tendance à repartir à la hausse. Voilà, donc c'est ça la bonne nouvelle. Donc pour un bear market, je trouve quand même, soi-disant, un bear market qu'on est plutôt bien. Bon, ça, c'est pas les chiffres quand on voit ce qui se passe au niveau institutionnel d'un bear market. Donc, pour donner en plus toujours ma conviction personnelle, c'est qu'en fait, même dans le moyen long terme, vous connaissez ma conviction, vous connaissez mon avis, je suis ultra bullish et je le répète encore une fois sur le Bitcoin, encore plus aujourd'hui, on va en parler avec l'Iran, le chaos, la économique qui sont en train de nous pondre au Moyen-Orient, clairement. En plus, on voit maintenant, il y a Dubaï, tout le gratin un peu de la finance du Moyen-Orient est en train de couler. Clairement, parce qu'on voit que, ok, ils avaient l'énergie, ils avaient le pétrole, mais si au niveau logistique, ils peuvent pas livrer à droite à gauche et surtout ils ne sont pas en autonomie au niveau des livraisons d'eau, de nourriture et tout, ils peuvent couler très vite. Donc, tout ça fait qu'on est en train, même au niveau géopolitique, de rebâtir plein de choses, là. Les cartes sont en train de se remanier constamment. Et donc, pour le Bitcoin, c'est assez intéressant. Vous allez voir, j'ai des articles vraiment qui disent tout ce qu'il faut là-dessus, pour prouver que, bon, au final, le Moyen-Orient, là, a un peu du mal à suivre, malheureusement, la cadence, à se sortir de ce bourbier avec la guerre, donc Israël, États-Unis, Iran.
Donc je continue, voilà, donc ça c'est très positif hein, pour les ETF et Bitcoin Spot. C'est à peu près la même chose pour Ethereum à regarder, parce qu'on a eu quelques jours, les 5, 6 et 9 mars, qui ont été donc négatifs, mais qui ont été rattrapés derrière, vous voyez, par les 10, 11, 12 mars. Donc on voit que là aussi, on a plutôt une stagnation dans les flux des capitaux sur les ETF d'Ethereum. Donc on est très loin également d'avoir des signaux alarmants rouges, comme quoi nous serions dans le bear market institutionnel au niveau des injections de liquidités. Que là, regardez, on voit qu'effectivement, nous ne sommes pas du tout dans une baisse de marché de liquidité sur Ethereum. Enfin, on a une petite baisse effectivement sur le court terme, on n'est pas dans une baisse prononcée, massacrante, comme on aurait pu le constater à un moment si on suivait l'émotion des réseaux sociaux sur la crypto-monnaie, les avis de certains experts, tout ça. Bon. Donc voilà, je continue cette fois sur Solana. Pareil, Solana. Alors Solana a connu 3 jours négatifs. Ça c'est rare hein, pour Solana, clairement. Mais après, on voit qu'on est en train de repartir sur de la liquidité positive et surtout, bon, Solana, ils ont quand même fait du 50, 60 millions de dollars de liquidité injectée contre sur les 3 derniers jours, là, du 4, 5 et 6 mars, allez, du 10, 15 millions de dollars de sorties. Donc, ils sont largement, largement en positif pour Solana. Et donc, on a un total de 957 millions de dollars injectés sur les ETF Solana, ce qui est vraiment très positif. On continue vraiment de pousser sur Solana. Je repasse à également XRP, notamment les ETF sur XRP. Et là, on voit que ça stagne, hein. Il n'y a pas de véritable changement depuis la semaine dernière. Nous étions autour des 1100 millions de dollars, donc 1,1 milliard de dollars de flux injectés sur les ETF XRP. Et là, nous sommes toujours à 1,108 milliards de dollars injectés également. Donc là, on voit que ça stagne. Il n'y a pas vraiment de changement sur XRP. Bon, et donc bah, maintenant on va passer aux articles, hein. Aux articles les amis, cointribune.com, l'ETF Ethereum avec staking de BlackRock atteint 15,5 millions de dollars au lancement. Donc nous sommes soi-disant en plein bear market, alors peut-être que c'est vrai, hein, voilà, mais je trouve que c'est surprenant pour un bear market de voir autant de bonnes nouvelles au niveau des fondamentaux quand même sortent et tous les jours quasiment maintenant. C'est un truc de fou. Et en plus, on a BlackRock qui a effectivement lancé cette semaine donc le premier ETF Ethereum avec option staking. Donc c'est-à-dire avec des rendements associés en plus à cet ETF-là. Donc je sais pas si vous imaginez le délire. Et donc ça a eu un tel succès qu'on a atteint 15,5 millions de dollars déjà rien qu'au lancement. Voilà. Et ça, c'est par exemple si on avait parlé de Bitcoin, on dit ok 15 millions, bon c'est pas beaucoup, mais là on parle d'Ethereum. Bon, Ethereum, c'est pas une habitude constante qu'on ait des millions de dollars s'injectent sur Ethereum, même sur l'ETF normal. Vous voyez? Donc, on est en train vraiment de rentrer dans un cadre où la crypto est même en train, sur certains aspects, de plus en plus de supplanter le système traditionnel. Voilà, avec un copiage de la part, c'est ça qui est étonnant et qui est vraiment intéressant à observer, c'est qu'on a vraiment une copie conforme de tout ce qui fait la finance décentralisée et ce qui a fait l'attraction, bah, je pense en tout cas pour beaucoup d'investisseurs dans le secteur crypto, la NFT, décentraliser la finance décentralisée, tout ça, sur justement les rendements de staking. Voilà, vous mettez la liquidité, vous la bloquez à un endroit et ça vous génère des rendements via la crypto-monnaie. Et ben là, on est en train d'avoir la même chose, mais mis en place à un niveau institutionnel. Je sais pas si on se rend compte quand même du délire. Là, ils ont fait un gros doigt d'honneur, clairement, à toutes les banques. Parce que du coup, les banques, elles servent à quoi maintenant, là? Enfin, de plus en plus, les banques ne servent à rien. C'est triste à dire, hein, mais le monopole bancaire est terminé quand on voit ça. Et là, je ne parle même pas des stablecoins au niveau des rendements et tout, je parle vraiment même à un niveau institutionnel. Les institutionnels, ils ont intérêt maintenant à miser sur l'ETF Ethereum de BlackRock, puisqu'en plus, ils ont une option staking de rendement, en fait, quelque part. Bon, après, c'est un petit peu plus complexe que ça, bien sûr, mais l'idée est de, voilà, avoir du staking, donc du rendement sur ce que vous mettez dans l'ETF Ethereum. Bref. Donc, on voit que ça continue, vous voyez, les capitaux de s'injecter quand même dans des services crypto comme ça, à vitesse grand V. Je continue, là, c'est là où je me dis, effectivement, c'est très intéressant ce qui se passe. On a vraiment une dissonance encore plus forte entre, eh bien, les cours des prix du Bitcoin, la tendance de marché qui est à l'extrême peur encore sur la crypto-monnaie, et la crise de liquidité.
qui est en parallèle et en train vraiment de faire tout exploser. Parce que là, j'ai un article de Cointelegraph France, Bitcoin, 32 000 Bitcoins quittent les exchanges en une journée. Donc, je rappelle, hein, quand ça quitte les bitcoins, quand ils quittent les plateformes exchange, c'est justement pour être mis sur des cold wallets et donc en prévision de détention sur le long terme. Inversement, quand vous avez des périodes de creux de marché, quand c'est la catastrophe, le vrai bear market, eh bien, on a plutôt une tendance à avoir des bitcoins qui se ruent sur les plateformes exchange pour être vendus derrière directement. Là, on assiste à l'inverse. Donc, il se passe quelque chose. Et c'est pas une tendance court terme ou unique ponctuelle, puisque j'ai regardé après, je suis allé sur, vous savez, cryptocount.com, et là, j'ai directement les chiffres, regardez, mis à jour cette semaine, des vêtements de la balance de Bitcoin disponible sur les plateformes exchange. Et regardez quoi, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a encore une fois atteint un all-time low cette semaine, encore une fois, depuis 6 ans quand même, sur le nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. Donc, pendant qu'il y a un vent de panique massif ou un désintérêt du bitcoin massif ou des convictions que le bitcoin c'est fini, parce qu'on entend encore, hein, moi je vois encore sur Twitter des discours comme quoi le bitcoin c'est fini, c'est mort, c'est vraiment un schéma de Ponzi. Vous voyez, je crois que le dernier en date c'est Boris Johnson qui a déclaré qu'il était effectivement, il avait la preuve que Bitcoin était un schéma de Ponzi. Alors là, vraiment, quand je vois ce genre de déclaration de la part du Premier ministre qui a été responsable de la déchéance de l'Europe et qui a pris les sanctions contre la Russie, bon, pour qu'au final ça nous pète à la gueule aujourd'hui puisqu'on n'a plus de pétrole, on n'a plus de gaz. Bon, ben, les déclarations, il ferait mieux de rester chez lui, de se cloîtrer et de... Enfin, ça fait rêver quand même. Il y a des gens, vraiment, ils n'ont pas de figure. Incroyable. Ils n'ont pas de honte, hein. Ils n'ont pas honte. Donc c'est assez intéressant de voir en tout cas voilà, cette dissonance, puisqu'on a un choc de liquidité qui est en train de s'accélérer. Je n'ai pas d'autre mot, hein, quand on voit cette courbe-là en violet, vous voyez, avec le nombre de bitcoins qui est vraiment de moins en moins disponible sur les plateformes exchange, et ça depuis quand même un moment, hein, depuis au moins 2021 ou 2022. Ouais, donc ça fait au moins 4-5 ans qu'on a une baisse prononcée du nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc déjà, qui dit choc de liquidité dit logiquement augmentation des prix à un moment ou à un autre. Bon. Ensuite, la chose sur journalducoin.com, autre phénomène quand même, c'est que ça y est, le compte à rebours du dernier million de bitcoins est lancé jusqu'en 2140. Je m'explique, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, effectivement, il y a 21 millions de jetons de bitcoin disponible sur les plateformes, au niveau mondial, hein, voilà, il n'y en a pas un de plus, ce qui fait la rareté du Bitcoin, mais sur les 21 millions existants, il y en a 20 millions qui sont mis en circulation, qui ont été minés, puisqu'il y a un process de minage derrière qui va chercher les Bitcoins qui ne sont pas en circulation pour les mettre en circulation. Bon, et donc, bah voilà, on en est aujourd'hui à attaquer les derniers millions de bitcoins restants dans la poche hermétique, on va dire, à aller chercher donc à l'appel donc algorithmique, c'est-à-dire le logiciel, et bien pour les mettre ensuite en place là, le système de minage en circulation. Donc là aussi, crise de liquidité, puisque plus le temps passe, et en fait, moins il y a de bitcoins à aller chercher en circulation, plus le minage coûte cher et compliqué à mettre en place, forcément, ce qui explique d'ailleurs que le dernier million, eh bien, va être disponible jusqu'en 2140, parce qu'il y a de moins en moins de récompenses de Bitcoin au fur et à mesure du temps. C'est le principe même de la rareté voulu par Satoshi Nakamoto pour, avec le système de halving, eh bien, rendre le Bitcoin de plus en plus rare au fur et à mesure du temps. C'est le même principe que l'or au final, si on suit la courbe d'évolution de l'or sur 5000 ans. Bon, donc, c'est assez intéressant quand même de voir le contraste saisissant entre, voilà, le contexte, encore une fois, de dissonance, avec des personnes qui, voilà, le Bitcoin c'est mort, c'est le bear market, c'est fini, et de l'autre côté, on a crise de liquidité massive sur le Bitcoin. Je continue, donc là je suis sur cryptost.fr, solde sur le prix de l'or coincé à Dubaï, un problème qui ne concerne pas le Bitcoin. Là, je voulais mettre en avant. Alors, moi je suis en numéro un le fervent défenseur de l'or. L'or, c'est l'actif. Vous prenez aucun risque avec l'or, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est l'actif numéro un à avoir dans son portefeuille et l'or physique, pas le bullshit qui est l'or ETF, hein. Je précise quand même.
Non, non. Donc le numéro un, c'est l'or, on est d'accord. Par contre, l'or a ses faiblesses. Comme tout actif, hein, comme le Bitcoin a ses propres faiblesses, hein, qui est que c'est numérique, et s'il n'y a plus de technologie, bah, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Le Bitcoin, il peut être beau et tout, mais vous n'avez plus accès. L'or, inversement, l'or, bah là, par exemple, avec la crise qu'il y a au Moyen-Orient, eh bien, alors que la guerre fait rage, ouais, au Moyen-Orient, le récent blocage de l'aéroport de Dubaï donc impose une situation critique à ses habitants, mais également la bonne circulation des réserves d'or présentes dans ce point névralgique du commerce mondial. Une crise à l'origine d'un prix de vente au rabais, qui met une nouvelle fois en lumière la force du Bitcoin face à ce type de situation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme, eh ben, au final, à Dubaï, pour X, Y raison, bah, on le sait, en fait, la raison, c'est la guerre avec l'Iran, eh bien, les personnes qui ont voulu se débarrasser, qui ont voulu de la liquidité, eh bien, voulaient vendre leur or, mais comme c'était bloqué à un niveau local, puisqu'il n'y a plus de transaction de commerce, il n'y a plus de circulation des biens, etc., eh bien, au final, c'était l'offre et la demande à un niveau local. Donc, forcément, il y a eu des ventes au rabais au niveau de l'or. Et c'est un peu ce qui s'est passé au niveau, par exemple, des hôtels. On voit que les prix à Dubaï, les hôtels aux Émirats Arabes Unis, tout est en train de chuter parce qu'effectivement, tout le monde a compris, enfin, une grande partie de la population, en tout cas, a compris que, bon, Dubaï, en fait, c'est fini. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous avez brisé l'illusion que le centre financier est au Moyen-Orient, à Dubaï et autres, bah, avant de restaurer une confiance, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Donc là, voilà, ça va être la fuite. Je pense que Dubaï et les Émirats Arabes Unis, bon, tout ça, si ça solde pas rapidement avec l'Iran et qu'ils n'ont pas une politique peut-être d'être capable de se défendre au niveau militaire par eux-mêmes, bah, c'est foutu parce que bon, en fait, on a compris que la faiblesse majeure de ces pays-là, c'est qu'ils sont pas du tout autonomes, même au niveau des vivres, au niveau de l'eau, bah, ils ont rien, quoi. En fait, ils sont hyper dépendants des États-Unis, d'Israël et même entre eux, du commerce, de la mondialisation. Or, ce qui est en train de couler, en fait, c'est la mondialisation là qui est en train de couler. Donc voilà. Donc ça, bah, ça se répercute, vous voyez, ça a des impacts quand même concrets et ça montre les faiblesses, notamment de l'or, bah, à une échelle de mondialisation. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, et ça confirme en fait mon hypothèse de départ, c'est que si un jour tout s'effondre, j'espère pas, mais bon, tout est possible hein, dans le monde dans lequel on vit, je pense, maintenant, eh bien, l'or ne pourra pas représenter un système de mondial, enfin, de universel, on va dire, sur Terre, pour pouvoir échanger de façon numérique ou facilement, même physiquement, des denrées alimentaires. Ouais, vous allez vous taper la pépite d'or, vous allez devoir la gratter au supermarché, vous aurez une caissière qui va vous ramasser les pépites. C'est même pas en rêve. Ça n'existera pas, ça. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est là où le Bitcoin est forcément la solution parce qu'on sait qu'en même temps les monnaies fiduciaires sont en train de s'effondrer. Donc, le dollar, encore plus avec ce qui se passe avec les États-Unis là, mais également l'Europe, parce que nous on est en train de se rendre compte, et je vais en parler après en fin de la vidéo, qu'on n'a même plus de pétrole. En fait, on est en rade déjà dans un mois là, ça continue comme ça, on est en rade. Enfin bon, donc je vous dis pas le délire que ça va représenter derrière, les impacts que ça va avoir sur l'euro. Eh, et oui. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Iran. Alors, en Iran, ça a été moins 45%, je me rappelle, sur la monnaie iranienne, juste lorsqu'il y a eu la révolution, vous savez, il y a quelques mois avant la guerre. Et ben, la monnaie iranienne a perdu 45% de sa valeur par rapport au dollar en seulement une seule nuit. Ça, c'est quelque chose, franchement, qui m'a, moi, interpellé, hein. C'est vrai que j'en parle souvent, mais ça m'a suffisamment interpellé quand même pour me dire, ah ouais, quand même, c'est même ça, c'est possible. Alors, l'Iran, d'accord, ils n'ont pas la même force économique du tout. C'est juste que c'est quand même possible pour un pays d'avoir, avec des événements extérieurs et des facteurs extérieurs, un impact sur une monnaie. Voilà, c'est ça qui est surtout notable en fait. Et donc, c'est pour ça que si nous, l'Europe, on n'a plus demain eh bien, de pétrole ou qu'on, ça va exploser en fait. Là, on parle déjà de 3 euros le litre de baril de pétrole. Bon, bah, forcément, il va y avoir des impacts sur l'inflation, parce que le nombre de denrées, de plastique, de l'industrie pétrochimique, bon, bah, tout va être impacté. La logistique du transport va être impactée. Le gaz, j'en parle même pas. Au moment en plus où Poutine a déclaré qu'en fait, il en avait marre de livrer, et franchement, on peut le comprendre.
les crétins d'Européens, quoi, en gros, qui se tirent une balle dans la tête, pour en plus maintenant se retrouver entre deux feux et avoir plus aucune solution à part prendre le gaz et le pétrole américain, mais bon, ils en ont besoin pour eux déjà aussi. Donc bref, c'est le bordel, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, là ça met en lumière, vous voyez, le contraste entre l'or et le Bitcoin et surtout les avantages dans ce cadre-là du Bitcoin. Allez, je continue. Donc maintenant, je vais passer à VeChain. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai le Stargate The Post Hayabusa Digest, comme il dit ça, VeChain. Donc c'est la fondation VeChain qui a posté vraiment ce rapport. Et donc, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils expliquent justement le retour, ils font le point sur leur mise à jour, le projet Stargate, hein, avec notamment des métriques clés. Et donc, ils ont, ça y est, mis en place la réduction d'émissions de VTHO de 50, une réduction hein, de 50,2%, donc ça a été mis en place. Ils ont donc du coup bloqué un total de 10,7 milliards de VChain. Donc, vous voyez, ça a été plutôt un succès, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, ils disent que le nombre de validateurs qui est passé de 3,2 milliards de VChain, ça a été une augmentation de 22,7%. Voilà, le nombre de délégateurs, en fait, ont stacké un chiffre de 5,9 milliards, et donc le total fait, en fait, 10,7 milliards, si je comprends bien. Ensuite, le nombre de participants a une augmentation de 93,9%, hein, vous voyez, donc c'est plutôt un succès. Et on a un total de 16 204 NFT qui ont été créés, mintés directement sur la blockchain Vicento à partir justement de ce système du Stargate. Voilà. Donc c'est plutôt positif à ce qui est en train de se passer. On a vraiment trois modèles en fait qui sont en train de sortir du modèle VeChain qui en sont en train de préparer, vous savez, le modèle du passeport de produits digital pour l'Europe notamment. Alors bon, si tout, enfin je veux dire si tout fonctionne encore hein, d'ici là, donc ça, c'est prévu pour 2027, mais il prépare quand même voilà, cet aspect-là des choses avec un succès quand même, je pense, qui va être au rendez-vous dans le cadre uniquement industriel, hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas quand même revenir sur le détail là-dessus, mais c'est quand même très très positif sur VeChain, malgré encore une fois le le sentiment de marché qui est catastrophique et qui d'ailleurs se répercute sur les prix du VeChain, hein, parce que les prix VeChain sont effondrés là dernièrement. Donc, c'est assez incroyable hein, de voir que tous les projets, et d'ailleurs, on a même eu alors je sais plus si c'était le patron de DTCC ou autre, qui était bluffé aussi également par cet aspect des choses, et de voir le contraste entre les projets crypto, non, même Chainlink, qui est en train de se mettre en leader de l'infrastructure. Bien sûr, je vais faire la mise à jour hein, sur Chainlink, et tout cet aspect de désintérêt, en fait, de la masse, même pas des institutionnels, mais des financiers, des investisseurs, de ces personnes-là, qui préfèrent se réfugier dans des actions boursières ultra cotées, notamment Nvidia. Bon, ok, c'est très bien, mais qui sont surcotés maintenant par rapport au marché, quand on voit que ça fait le PIB de pays, quoi. C'est les plus grandes entreprises américaines font déjà le PIB des pays, donc ça, c'est trop. Enfin, un problème. Et en contraste, on a des vrais projets qui représentent une infrastructure de malade mental qui sont un petit peu délaissés par toute cette manne économique et financière. Et donc, disait le patron, alors je sais plus si c'est le patron de DCC ou il faudrait que je retrouve le nom ou le titre de la personne, mais c'était très intéressant. Il disait que si Chainlink n'était pas un projet crypto, mais un projet d'infrastructure, au final, financière, économique traditionnelle, elle serait déjà dans le top 10, en gros, des plus grosses entreprises mondiales au niveau boursier par justement l'intérêt qui est porté sur ce genre d'entreprise. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'est vrai, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on voit que comme c'est de la crypto, ça reste encore marginal malgré, je veux dire, pour 95% de la population, hein. Voilà, c'est en gros, que ce soit même des investisseurs traditionnels, tout ça, la crypto, c'est pas encore démocratisé totalement. C'est en train d'être adopté par les institutionnels, ça c'est évident, même les gouvernements, mais bon, les citoyens, pas du tout. Faut suffit de voir, par exemple, autour de vous, bon, bah, vous allez rigoler, mais voilà, et c'est intéressant parce qu'on voit que là, VeChain, pareil, c'est un projet énorme en termes de fondamentaux, qui vont apporter carrément la blockchain au milieu de l'industrie,
Et pourtant, tout le monde s'en fout, en fait. Alors qu'ils sont révolutionnaires, ils révolutionnent totalement la logistique, qui est le point noir depuis la révolution industrielle de toutes les entreprises au niveau mondial. Ça fait rêver quand même. Bref. Bon, après, vous me direz, le contexte géopolitique fait que tout le monde s'en fout. Bah, en même temps, les yeux sont braqués vers les guerres, hein. On est d'accord. Ça se comprend du coup. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un vrai il y a un vrai narratif de sous-développé au niveau du RWA, encore une fois, qui pourtant est un narratif en train d'exploser malgré tout, en contraste. C'est-à-dire que les chiffres continuent d'exploser, je vous montrerai après, mais le sentiment de marché, lui, il continue de se dégringoler, en fait. Voilà. Donc tout ça est plutôt vraiment positif. Donc vous voyez, ils sont plutôt au niveau d'une conviction long terme, hein, ils sont positifs la Fondation Vetchen. Et donc bah, on verra par la suite, hein, je vous mettrai à jour, bien sûr, le projet de façon régulière. Après, je continue. Donc là, je passe à Vetchen statistiques, notamment avec les nombres de nouvelles adresses qui continuent de grossir, mais à moindre mesure. Donc on voit qu'il y a vraiment là aussi une courbe qui s'aplatit, hein. On voit qu'on avait une courbe quasiment exponentielle durant un moment, hein, notamment toute l'année 2025, et là ça commence 2026 à s'aplatir. Donc on voit qu'il y a quand même une perte de momentum toujours flagrante sur VeChain, mais rien de, enfin toujours très positif, hein, pour ça, puisqu'ils ont quand même de plus en plus de nouvelles adresses. Ils perdent pas de nouvelles adresses, ils en ont toujours plus quand même chaque jour. Ensuite, au niveau de la TVL, eh ben regardez, c'est pas folichon, folichon. Alors là, en nombre de VChain, ça repart un peu à la hausse, mais on voit que bon, ça a plutôt une tendance là baissière, hein, au niveau de la TVL, en nombre de VChain, et là en dollars, par contre, c'est une catastrophe. Regardez le nombre de dollars, pêcheurs. La TVL est en train de s'exploser au sol. Bon, donc heureusement que VChain a fait son coming out là sur la supply chain, hein, heureusement, parce que sinon, franchement, moi, je vous ai dit, j'aurais été quand même un peu inquiet sur la suite du projet s'ils n'avaient pas fait un virage, un revirement à 180 degrés sur la supply chain et l'industrie. Bon, avec leur passeport de produits digitaux, comme ils vont le mettre en place en 2027. Voilà. Donc, pour l'instant, VeChain vraiment très positif pour la suite. Alors, vraiment, je pense que là, ils sont en train de payer leur revirement, je vous l'ai déjà dit, hein, sur BBetterZAO. Il y a pas mal de... enfin, je pense qu'il y a un grand sentiment d'incompréhension hein, de la part des investisseurs, de comment ça se fait qu'on est passé donc en 2020-2021 à la supply chain du pur et dur. D'un coup, on est passé à des applications en fait sur la transition énergétique, c'est très bien, et puis les actions tokenisées, donc ok, c'est bien, mais c'est vrai que le revirement était quand même bizarre, quoi. Et je pense que beaucoup d'investisseurs y ont laissé des plumes, de la volonté et un désintérêt à partir de là. Bon, donc on va voir, Vetchen là va revenir en force. Je pense que oui, clairement, parce qu'ils ont tous les cartes en main et surtout c'est les seuls, en tout cas, qui ont la capacité de mettre à une échelle industrielle justement la blockchain, tout simplement comme ils vont le mettre en place en 2027 pour l'Europe. Voilà, donc on entendra parler encore de Etienne, ça c'est sûr et certain. Je passe maintenant à la finance donc tokenisée, notamment comme Ondo Finance. Donc là, Ondo Finance a annoncé un nouveau partenariat, vous voyez, avec Ugly Cash, le nom déjà, ça fait rêver, mais déjà pour mettre en place eh bien l'accès de Ondo Global Market et donc les plus de 200 actions tokenisées et d'ETF également disponible hors des États-Unis. C'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que ça y est, on a une expansion même hors des États-Unis des projets crypto comme ça, comme Ondo Finance ou même Chainlink ou autre. Donc vraiment intéressant ce qui se passe. Là, j'ai un tweet de CoinMarketCap. Donc les actions tokenisées, d'ailleurs, ont dépassé les 1 milliard de dollars de valeur en on-chain pour la première fois. Et ça, c'est dirigé par, enfin dirigé, c'est-à-dire c'est le leader dans cette catégorie-là, c'est toujours Ondo Finance avec 58% du marché. Voilà, donc c'est Ondo Finance qui lead la charge, en fait, du RWA à eux tout seuls, hein, avec 58% carrément du marché des actions tokenisées et du marché des ETF tokenisés également. Donc, vous voyez, extrêmement, là, vraiment, c'est un projet extrêmement solide. Et surtout, là, ils ont mis en place le Ondo Global Listing, hein, Ondo Finance, notamment avec leur système. Alors, j'avais déjà parlé, je crois, il y a deux semaines, 3 semaines. Et ça y est, ils ont mis en place leur système Day One IPO.
c'est-à-dire qu'ils permettent tout simplement aux plateformes crypto, aux plateformes exchange et aux investisseurs crypto tout simplement d'accéder au jour 1, c'est-à-dire au lancement vraiment des actions boursières que vous pouvez connaître. Par exemple, il y a une entreprise qui va être cotée en bourse là, peut-être dans une semaine, n'importe quoi, hein, pour un exemple, eh bien, grâce à Ondo Global Listing, vous aurez la version tokenisée de ce lancement boursier, eh bien, disponible dès le premier jour. Voilà, donc ça y est, on arrive vraiment à, vous voyez, chaque jour, chaque semaine, on voit qu'on a de plus en plus de facilité, de démocratisation du système crypto et surtout du narratif RWA fonctionnel au milieu de la finance traditionnelle qui fait le pont avec la finance décentralisée qui est la crypto. C'est ça qui est vraiment dingue, et ça, on l'assiste en temps réel, ce changement, donc c'est assez fou. Donc imaginez dans 10 ans, qu'est-ce que sera la finance mondiale? Bah, elle sera totalement déjà convertie en fait en version tokenisée, en version RWA. Je pense que rien n'échappera au RWA quand on voit l'utilité et la puissance de cet outil. Si on est encore tous là, si on nous a pas bouffé une bombe nucléaire sur la tronche quand on voit ce qui se passe, là, bon, j'exagère, je rigole, mais bon, c'est quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se pose des questions quand même. Donc, Hondo Finance, ouais, la TVL. Oui, la TVL, effectivement, bah, magnifique TVL. Toujours, regardez-moi cette courbe de Fada. Franchement, c'est une courbe de fou. Vous voyez que là, la TVL, en plus en dollars, montre que on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement performant sur Ondo Finance. Surtout que en plus, en comparaison, le prix du token Ondo a été vraiment massacré comme les autres tokens avec la récente chute des prix. Donc c'est une TVL qui en fait explose vraiment très fortement pour justement compenser la perte en dollars du token et afficher une courbe quand même assez phénoménale. Et ça se voit d'autant plus quand on compare par rapport au nombre d'Ethereum. Là, c'est la TVL qui est comparée de Ondo, hein, par rapport au nombre d'ETH. Et effectivement, on voit qu'entre à partir du 8 janvier, donc depuis janvier, la TVL par rapport au nombre d'ETH a littéralement explosé. En fait, elle a tout simplement doublé en l'espace de quelques semaines. Donc, projet vraiment à surveiller Ondo Finance, enfin, même plus que surveiller. Quand je vois les statistiques, vous voyez, de ce projet plus les fondamentaux, bon, franchement, il n'y a pas trop à réfléchir, surtout qu'ils ont des partenariats avec les plus gros pontes de la finance traditionnelle mondiale. On l'a vu au Ondo Global Summit. Bon, voilà, je pense que Ondo Finance, franchement, c'est un des chevaux de bataille avec Chainlink dans le monde du RWA. Allez, je continue et en parlant de Chainlink, le voilà, avec notamment cette semaine, eh bien, l'annonce de 11 nouvelles adoptions finalement mises à jour de la part eh bien, d'entreprises hein, qui ont adopté Chainlink ou les technologies, les services associés à Chainlink. Donc on parle quand même de Coinbase hein, au milieu. Bon, Doge OS, carrément, je crois que c'est l'application pour Dogecoin, donc c'est quand même pas rien. Vous avez Arc, Addition, enfin, bon, vous avez vraiment des gros projets quand même, Injective notamment, vous voyez, Injective Labs, enfin, qui ont carrément adopté donc la technologie de Chainlink. Donc plutôt intéressant. Je continue toujours sur Chainlink avec là quelque chose de très très intéressant. Je vais faire le lien aussi, vous allez voir après avec VeChain notamment. Aussi étonnant que ça puisse paraître, hein. Mais là on parle du réseau Swift bancaire. Donc vous avez Chainlink qui fait référence simplement eh bien, à un poste du réseau Swift bancaire, hein, je rappelle, qui date du 10 mars donc 2026, et donc qui rappelle qu'ils ont mis en place un service d'interopérabilité donc fonctionnel avec des essais hein, fonctionnels et qui ont été faits avec succès en tout cas, qu'ils annoncent ici, avec notamment des institutions qui incluent BNP Paribas notamment et d'autres sociétés donc de la finance traditionnelle. Bon, donc là, on est à la France, c'est pas mal pour une fois. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a Chainlink qui effectivement explique en plus derrière avec leur schéma ici, qui rappelle leur propre partenariat avec le réseau Swift bancaire et notamment ben, le lien entre le réseau Swift bancaire et les banques comme UBS ou BNP Paribas. Parce que là, ce que dit pas le réseau Swift bancaire, c'est que qu'est-ce qui a permis, quel a été l'outil utilisé pour justement permettre ces essais d'interopérabilité massifs entre les banques et interbancaires, eh bien, c'est Chainlink, notamment. Donc, c'est pour ça que Chainlink dit, oh, on fait un petit tweet pour vous rappeler quand même que nous, on est là, quoi. Voilà, together, ensemble, Swift et Chainlink ont permis
aux institutions l'accès aux blockchains en faisant en sorte que le système, malgré tout, continue de fonctionner de façon opérationnelle, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on a un jalon institutionnel important qui a été franchi déjà dès le 10 mars 2026, grâce surtout à Chainlink. Donc on parle franchement là de plus là c'est des dizaines de trillions de dollars là qui sont concernés. Et Chainlink est au cœur, en fait, c'est l'essence même qui va permettre de comment aux entreprises, aux banques, aux réseaux Swift bancaires notamment, de mettre en place sur la blockchain tout cet aspect-là des choses, avec cette capitalisation hein, de plusieurs dizaines de trillions de dollars, centaines de trillions de dollars peut-être là-dessus. Voilà, et là où c'est intéressant, donc je continue, c'est que là j'ai un autre tweet de Chainlink toujours qui fait référence cette fois à DTCC. Voilà, DTCC, donc très gros institutionnel, qui eux rappellent tout simplement, vous voyez que l'interopérabilité est essentielle pour débloquer en fait le plein potentiel des actifs digitaux au niveau des securities, c'est-à-dire au niveau financier pur, et non pas confondre avec les commodities qui sont les marchandises hein, notamment. Et donc, là, ils parlent tout simplement de leur collaboration avec Boston Consulting Group, Clearstream et Euroclear Group. Alors, je rappelle que tous ces petits mondes-là, c'est aussi, donc Boston Consulting Group notamment, justement, des partenaires officiels de VeChain. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher, et j'ai pas fait exprès, hein, de faire le lien entre les deux, parce que ici, DCCC, ils parlent de quoi? Ils parlent justement de la traçabilité au niveau de la blockchain sur les actifs digitaux. Mais là, vous avez vu que VeChain, eux, ils font la traçabilité des actifs, en fait, des commodities, des marchandises, quelque part. Donc, vous avez les securities qui vont être chargées grâce à DTCC et en partenariat avec Boston Consulting Group, et notamment grâce à Chainlink, de permettre justement le suivi parfait, la traçabilité parfaite des actifs digitaux. Et vous avez VeChain aussi en partenariat avec Boston Consulting Group. Donc Boston Consulting Group, on a l'air d'être au cœur, j'ai l'impression, de cette révolution, on va dire, narrative RWA, hein, voilà, sur VeChain, sur l'aspect des commodities, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est marchandises, mais aussi les biens physiques, etc. Comme on l'a vu avec leur système de code barre et tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans le marché du RWA, ça je dis toujours, il y a plusieurs niches dans ce marché-là qui est déjà une niche en lui-même, faut le dire, mais qui est en train de prendre vraiment, on va voir les chiffres derrière, de plus en plus d'ampleur. Donc vous avez pour l'instant le RWA pur financier, donc avec les actifs digitaux justement qui sont connectés, interconnectés grâce à Chainlink et qui sont en train d'être mis en avant et transformés, révolutionnés grâce à réseau Swift bancaire, grâce aux banques, etc. Mais derrière, vous avez aussi le narratif réel du RWA avec les actions tokenisées, etc. Et là, vous avez un seul acteur majeur, c'est VeChain, pardon. Il n'y a que VeChain. Et ça, on n'a pas encore eu vraiment de narratif, je dirais, dans le narratif. C'est vrai que c'est un peu, moi, je vais un peu loin, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour l'instant, les capteurs sont plutôt, les yeux sont plutôt braqués sur le narratif RWA, on va dire, financier purement. Voilà. Il n'y a pas encore l'aspect physique là. Et je pense que une fois que le narratif RWA va littéralement exploser, alors il est déjà en train d'exploser, hein, mais quand je dis exploser, c'est qu'il sera mainstream. Bon, ça sera la norme, je veux dire réelle. Là, on est early, hein, vous avez compris qu'on est extrêmement early, donc on est extrêmement bien positionné, nous. Mais voilà, tôt ou tard, ça va péter parce que ça va exploser aux yeux de tous, parce que ce sera beaucoup trop utile et surtout, il n'existera que ça, tout simplement. Voilà. Et là, on pourra parler aussi en même temps du narratif RWA d'action tokenisée, notamment avec VeChain, je pense, au milieu. Voilà. Donc je continue, donc vous voyez très positif, hein, Chainlink, Ondo, enfin au niveau fondamentaux, vous voyez, c'est ultra balèze, hein. Alors, en tout cas, c'est mon avis, je le vois avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez incroyable. Et donc là, j'ai Plume également, donc Plume, la nouveauté de cette semaine, c'est le partenariat mis en place par Mastercard. Alors je rappelle que Mastercard a mis un partenariat officiel avec plus de 85 entreprises de l'industrie crypto. Voilà.
Et donc, au sein de ces 85 entreprises, 85 plus entreprises, vous avez Plume également qui faisait partie, eh bien, du partenariat, du projet au final mis en place avec Mastercard. Donc voilà, c'est sympa de voir que Plume, bon, a été quand même sélectionné parmi les projets. Pour Plume, pour maintenant les chiffres hein, réels, donc on a RWA.XYZ, hein, vous voyez sur le site, et donc on est sur du 309,46 millions de dollars de distributed asset value, donc plus 49,2% sur les 30 derniers jours, et on voit que vraiment, effectivement, c'est en train d'exploser, et que qui fait péter, en fait, les scores sur Plume, eh ben, c'est toujours Ondo Finance. On retrouve, vous voyez, c'est dingue quand même, comme le milieu du RWA financier est quand même très fermé. Vous retrouvez en fait des connexions dans tous les sens. C'est-à-dire la plume est connectée à Ondo, Ondo est connecté à la finance traditionnelle, des actions tokenisées, enfin, l'ensemble est donc Chainlink également, parce que Ondo est en partenariat avec Chainlink, Ondo est également en partenariat avec Ripple, donc le XRP, bon. Donc tout ce petit monde est connecté. Et donc quand le narratif RWA va littéralement exploser, ça va forcément, à mon avis, entraîner eh bien, le reste. C'est-à-dire tout ce qui est associé de près ou de loin à l'infrastructure du RWA et aux acteurs majeurs qui participent à l'expansion de ce narratif-là. C'est logique. Et donc, pourquoi je dis ça? Bah, parce que regardez-moi cette courbe de fou. Regardez. Donc, on est censé être en bear market. Si on écoutait l'émotion, en tout cas du marché actuel, crypto, et si on écoutait l'ensemble du marché crypto, la cryptosphère, bon, nous serions, en gros, on devrait être en bear market. Sauf que là, quand je vois une courbe comme ça, sur un narratif particulier précis, je vois pas de bear market. Je suis désolé. Enfin, je vous pose la question, est-ce que vous voyez un bear market dans cette courbe? Bon, là, on aurait besoin de prendre des lunettes quand même. Ah, dans le cas de contraire. Bon, et donc effectivement, nous sommes à 26,60 milliards de dollars en fait de distributed asset value sur l'ensemble du marché des RWA. Et donc, et après, en nombre de holders, vous voyez, bon, c'est légèrement en hausse, à plus 3,67%. Et après, le reste, au niveau des stablecoins, là aussi, on est légèrement en hausse. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que régulièrement, on a vraiment une hausse. Et vous allez voir que, je pense, hein, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, cette courbe va s'accélérer. Voilà. Je ne serais pas étonné que ça s'accélère ça aille de plus en plus vite, parce que un moment, on va avoir les capitaux qui vont s'injecter en masse dans ce marché-là. C'est évident. Quand on voit l'utilité du système. Et surtout, je rappelle qu'il n'y a pas encore de cadre réglementaire. Et là, je vous en parlerai après dans les actualités crypto. Mais c'est pour moi aussi, c'est pour ça qu'on n'a encore pas un tsunami d'argent qui se déverse totalement dans ce narratif-là, malgré les bonnes nouvelles qu'on voit à droite à gauche. C'est parce que les entreprises n'ont pas réellement encore le feu vert réglementaire du Clarity Act, notamment aux États-Unis. Donc tout est un peu encore gelé, bloqué à ce niveau-là. Mais ça ne durera pas ad vitam aeternam, il y a un moment, ça va changer. Donc maintenant, je passe au XRP et à Ripple, effectivement. Et là aussi, ben, ils annoncent simplement leur partenariat avec Mastercard, puisque vous voyez, XRP et Ripple fait partie en fait ouais, du programme partenaire de Mastercard. Vous voyez, donc tout est lié, hein, Mastercard, voilà, et puis vous avez 85 projets là, enfin, crypto ou autres sont également cités, hein, vous voyez ici. Donc non, on est en train vraiment d'assister à l'essor de l'interopérabilité maximale sur la crypto-monnaie et la finance traditionnelle, tout simplement, et le pont entre les deux. Vous voyez. Ça, imaginez, il y a 5 ans, euh, ce genre de nouvelles, bon, elle aurait tout pulvérisé sur son passage. On a eu le Bitcoin là, à plus de 10% dans la journée, juste avec l'annonce Mastercard. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Ça passe inaperçu presque, parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent. Donc il n'y a plus de pricing au final des bonnes nouvelles. Donc, bah, je me dirais même la guerre Russie, enfin la guerre Iran machin n'a pas pricé les marchés, n'a pas fait chuter le prix du Bitcoin. C'est quand même assez incroyable qu'on est en train d'assister là. Allez, je continue toujours avec Ripple. Donc là, je passe à voilà une nouvelle. Donc ça, on a, je crois, la présidente, je sais plus qui c'est qui a fait la déclaration ici. Bref, peu importe. Ça y est, on a un jalon qui a été atteint en Australie pour Ripple, puisque ça y est, Ripple a obtenu donc la licence
australienne, donc la FSL, pour justement continuer de faire le pont entre la finance traditionnelle et comme il dit ici, la prochaine génération d'infrastructures digitales. Exactement ce que je vous disais avec l'interopérabilité, la démocratisation du système du RWA crypto avec la finance traditionnelle liée à la finance décentralisée, la crypto, bah là, on est en plein dedans. Mais là, c'est à une échelle réglementaire. Vous voyez, ils viennent à peine d'obtenir au final la licence, quoi. Bon, donc imagine en 5 ans, imagine en 10 ans, le système, le, s- le système que l'on connaît va totalement disparaître. Ce sera un autre système, euh, au final blockchain, quoi, qui va être mis en place. Donc je continue toujours avec XRP Ripple. Là, j'ai un article de journalducoin.com. Les ETF Bitcoin ont cap 414 millions de dollars. Ok, pas de souci, j'en ai déjà parlé. Mais par contre, Goldman Sachs en fait, révélé comme gros détenteur d'ETF XRP. Là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a qu'un des gros détenteurs de ETF XRP, vous savez, sur les 1,1 milliard de dollars de capitaux injectés sur les ETF XRP, eh bien, on a Goldman Sachs, tout simplement, une la plus grosse banque mondiale, quand même, qui est détentrice de XRP. Quoi ce bordel? Puis, au final, il y a que, quoi, en fait, qui détiennent du XRP. Non, mais on croit rêver, c'est-à-dire, Goldman Sachs, qui nous a passé des années à taper sur la crypto, à dire le Bitcoin, c'est de la daube, il faut surtout pas acheter de Bitcoin, et que le XRP, enfin, il parlait pas précisément d'XRP, mais il disait que la crypto, fallait surtout pas y toucher. Et là, c'est les premiers, les plus gros détenteurs d'XRP. Hmm. Ouais, il va falloir, enfin, vous voyez quand même que c'est quand même assez fou ce qui se passe sur le contraste entre la finance traditionnelle qui est en train de se goûter littéralement sur cette révolution du RWA, parce que là, il y a la finance, en fait, on a compris que Goldman Sachs n'ont pas acheté ça pour en faire des perles, hein. Ouais, si c'était que ça, quoi. Je vous dis pas, mais là, c'est pas ça, clairement. Donc, se passe quelque chose. Vous voyez, ils anticipent quelque chose. Et notamment, ils anticipent pas forcément une hausse des prix. Non, ils anticipent d'utiliser le XRP comme système de paiement transfrontalier, tout simplement. C'est logique. Donc, on est, je pense, pas loin d'avoir un truc à la flip the switch, comme on dit, c'est-à-dire qu'un jour, ils vont allumer l'interrupteur, puis on va pas comprendre. Puis on va pas comprendre. Clairement. Parce que on aura tous les systèmes, par exemple, même les paiements instantanés, par exemple, en Europe. Eh bien, vous voudrez faire un paiement via votre banque classique, euh, Crédit Mutuel, peu importe, hein, Agricole, voilà, et BNP Paribas et compagnie. Vous voudrez faire un paiement transfrontalier, notamment aux États-Unis ou en Afrique ou en Russie. Voilà. Eh ben, en un clic et en une seconde, alors qu'auparavant, ça aurait été fait en 2, 3 jours avec une commission de 5, 10, 20 euros au passage, eh bien là, vous le feriez en quelques secondes avec des frais de commission de quelques centimes. Voilà, ça, c'est quelque chose que un jour, il faut s'y préparer, on aura la possibilité de le faire. Parce que pour l'instant, là, on peut faire des virements instantanés, mais à l'intérieur de la France, je rappelle, et à l'intérieur de l'Europe, il me semble. Mais dès que vous voulez sortir de la région CEPA, ça je vous rappelle, hein, c'est CEPA, bah là, c'est fini. Là, il y a des frais, là, il y a du temps, enfin, bref. Voilà. Bon. Donc très positif. Et maintenant, bah, je vais passer aux actualités crypto plus générales, hein, les amis, avec notamment CoinDesk. Et là, regardez, les sénateurs tentent de débloquer la loi Clarity sur les crypto-monnaies en suspens grâce à un compromis sur le rendement des stablecoins. Donc effectivement, ça date du 10 mars, vous voyez, 2026. Et donc la fenêtre se rétrécit pour adopter un projet de loi sur la structure du marché des crypto-monnaies cette année. Les législateurs ont assuré aux banquiers lors d'un sommet à Washington que le projet de loi final ne mettrait pas en danger les dépôts. On voit bien que là, qui euh, bloque au final la régulation, c'est les banquiers. Eh ben oui, parce qu'ils ont compris que leur existence même, l'essence même, en fait, de ce qui représente les banques est en danger, quoi. Ah oui, si on passe maintenant par les stablecoins avec des rendements, un peu là, ce qu'a fait BlackRock avec son système d'ETF Ethereum, avec du staking, donc du rendement, bon, eh ben les banques, vous les mettez à la poubelle, hein. Ça sert plus à rien. Voilà. Donc vraiment, on vit une époque assez folle, hein, je trouve à ce niveau-là.
Et la Clarity Act, alors on verra bien, j'espère que ça va passer cette année, forcément. Mais si ça passe pas cette année, ce serait repoussé du coup à 2027, d'après ce que j'ai compris hein, de l'article. Après, je peux me tromper. Je suis pas expert juridique aux États-Unis, hein, ils ont tellement de lois, enfin ils sont comme nous, la France, peut-être pire à ce niveau-là. Donc à voir. Mais en tout cas, l'aspect positif des choses, c'est que le cadre réglementaire est en train d'être pondu quand même, avec plus ou moins de retard, hein, on est d'accord, mais il est en train de sortir. Une fois qu'il sera sorti, et ben justement, ce sera le feu vert, ce sera le The Flip, ce switch sur les capitaux injectés dans le marché crypto et donc vous l'avez compris, surtout dans le marché du RWA, avec notamment bah, les projets comme XRP, Goldman Sachs, ça n'est pas privé, hein, ils ont déjà amassé leur bague de XRP. Vous avez Chainlink de façon évidente, Undo Finance de façon évidente, bref, VeChain de façon beaucoup moins évidente, mais je suis convaincu que VeChain va avoir vraiment son mot à jouer à l'avenir. Voilà, donc faut être patient. Je pense que vraiment le maître mot en ce moment, c'est prendre du recul, être patient. Ok, le marché s'est fait déglinguer. Bon, bah ça fait pas plaisir. Le portefeuille s'est fait déglinguer. Ça fait pas plaisir du tout. Mais ça fait partie, bah, malheureusement, du jeu. Parce que là, c'est ma philosophie personnelle. Je vous dis pas que vous devez m'écouter ou faire exactement ce que je dis, hein, pas du tout. C'est juste, je me dis, moi, ma vision des choses, c'est ça. Parce que quand on voit les fondamentaux alignés les uns après les autres, c'est incroyable. Voilà, c'est-à-dire on peut pas faire mieux, en fait, au niveau fondamental. Bon, donc, c'est qu'une question de temps avant que les prix, finalement, rattrapent ces fondamentaux-là. Et quand ça va rattraper, ça va faire très mal, je pense. Voilà. Dans le bon sens, hein, on a compris. Allez, je continue. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Donc la finance tokenisée, la Banque Centrale Européenne va renforcer l'autonomie financière de l'UE avec la technologie DLT, c'est-à-dire la technologie blockchain. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, là, on est, voilà, l'autorité. Alors, si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez que moi, la Banque Centrale Européenne, je les aime pas. L'Europe, malheureusement, j'y crois plus avec tous les ploucs qui nous dirigent. Je suis désolé de le dire, mais quand on voit les décisions que ça fait 5 ans, bon, ils nous ont mis dans la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'essence, le pétrole, les prix, tout ça. Bon, mais il faut être une buse pour pas l'avoir, enfin, je veux dire, anticipé, quoi. Là, avec la guerre russe-Ukraine, enfin, je sais pas. On avait le meilleur filon mondial avec la Russie qui est en pipeline. On avait juste à ouvrir une vanne pour avoir du gaz et du pétrole. Et on a réussi à se tirer littéralement une balle dans la tête. On s'est suicidé, quoi. Enfin, je sais pas, faut débile pour faire ça. Et on est débile. Et donc, maintenant, bah, c'est pour ça que là, on a ces mêmes entités débiles, hein, qui veulent créer maintenant effectivement le système de finance tokenisé. Donc, ils vont mettre ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, c'est bien, ils vont mettre une autonomie financière. Alors, sous quelle forme? C'est pas vraiment dit. Donc, attention. Parce que là, c'est nouveau. On vient de sortir ça là, leurs objectifs. Mais au milieu de l'euro. Donc, en fait, si on traduit, ça va être quoi? Ça va être l'euro numérique d'un côté, la blockchain de l'autre. Bon, voilà. Et donc, derrière, le contrôle. Et oui. Et c'est là où, malheureusement, bah, on a le revers de la médaille de la blockchain, c'est que c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais s'il est entre deux mauvaises mains, notamment de buse, comme on le voit, bah, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous contrôler les citoyens. Donc demain, là, si on se projette à l'avenir, ça veut dire que si on met un système avec ce genre de personnes à la tête de l'Union européenne et qui vont nous balancer leur truc de nouveau système à la blockchain, eh bien, ils auront la possibilité, si vous n'êtes pas d'accord au niveau de leur politique, vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas si vous n'êtes pas ça, eh ben hop, on vous sucre vos comptes, et puis vous repartez, voilà, vous faites une carotte, quoi. Vous êtes carotté. Bon. Donc, c'est un peu dommage au niveau de l'Union européenne, voilà ce qu'on est en train de devenir, mais bon, c'est visiblement ce qui est en train de se passer, donc, bah voilà. Rien à dire, hein. De plus là-dessus. Allez, je continue et maintenant j'ai passé un petit peu à tout ce qui est bah, l'actualité économique. Vous savez ce qui se passe avec l'Iran. Voilà pourquoi bah, ça me fout un peu les boules de voir l'Union européenne d'être aussi débile parce que regardez, on a le cours du prix du baril.com. Regardez, on est à plus de 103 dollars déjà. On a dépassé les 100 dollars du baril du pétrole. Je crois que si je remonte le temps, la dernière fois que nous avions dépassé le prix de 100 dollars, c'était lors de la guerre Russie-Ukraine.
Regardez, c'était exactement le 1 avril, entre le 1 février et le 1 avril 2022, quoi. Donc la guerre russe-Ukraine, lorsque la Russie a envahi, a passé la frontière de l'Ukraine pour attaquer l'Ukraine. Voilà. Et donc pour vous dire que nous sommes en train de vivre littéralement un choc pétrolier. Euh, Moi, je peux pas vous dire mieux, puisque regardez les précédents prix, on a eu des prix aussi hauts, c'était durant la crise également de 2008. Hein, vous savez, la crise des subprimes. Voilà, donc on a eu 4 fois dans l'histoire, au final, 4 crises périodiques, on va dire. Vous avez aussi la crise de 2012, 2012 à 2014, où le prix du baril était très haut. Mais là, c'était plutôt une crise un peu plus, en fait, post-crise 2008 au final. Voilà. Mais sinon, dans l'histoire, on a eu que 4 fois, au final, un prix du baril du pétrole qui dépasse les 100 dollars. Vous voyez? Donc, bon, bah, merci, voilà. Et nous, en Europe, bah, on est en train de se poser la question à quelle sauce on va être mangé, au final. Donc, j'ai des articles à vous passer, vous voyez. Donc là, j'ai un article de Bloomberg, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg. Bon, les stocks européens, bon, bah, ont tendance à chuter après la fermeture du détroit d'Ormuz. Voilà, et ça date du 12 mars, c'est-à-dire que c'était hier déjà. Donc, nos stocks européens, effectivement, sont également impactés. Il n'y a pas que l'Asie qui est impactée. Non, non, nous aussi, on est impacté au niveau réel, au niveau des stocks de pétrole. Donc, en fait, là, à l'instant même où je vous parle, on est déjà en train de puiser dans nos propres réserves de pétrole et de gaz, au final. Donc, continue, un autre article de leséchos.fr, et là, c'est là où je vous dis, on est dirigé par des débiles, quoi. Enfin, c'était une erreur stratégique. L'Europe acte son virage sur le nucléaire en se lançant à la course aux mini-réacteurs. Donc, on a un mois, vous allez voir après, je vais vous montrer l'article, on a un mois là d'autonomie donc au niveau pétrole. Ça fait 30 ans qu'on tape sur le nucléaire, ça fait 30 ans, hein, vraiment. On tape sur le nucléaire, on dit le nucléaire vraiment c'est de la merde et tout. Et puis là, maintenant qu'on est étranglé, on est littéralement en train de se noyer, au final au niveau énergétique, ah bah oui, finalement, on s'est trompé au bout de 30 ans, quoi. Ah mais, enfin, c'est... Voilà, donc la Commission européenne est toujours les mêmes en plus, c'est les mêmes qui étaient le plus virulents contre le nucléaire qui sont en train de dire maintenant, ah finalement, désolé, hein, ouais. Bon, la Commission européenne a présenté ce mardi son plan pour rattraper la Chine et les États-Unis dans la course au SMR. Ces petits réacteurs modulaires censés révolutionner l'atome. Un réveil tardif mais devenu nécessaire. Ah ben oui. Voilà. Enfin, donc, je m'amuserais bien à repasser notamment les discours de Brune Poisson, l'ancienne ministre de la transition énergétique écologique, hein, je vous rappelle, donc c'était en 2019, qui avait annoncé la fermeture notamment des réacteurs de Fessenheim, hein, je vous rappelle. En France, on a fait les fermetures hein, quand même ces dernières années de réacteurs nucléaires. Enfin bon, voilà, on avait tout pour être autonome, pour même pas être impacté, même un peu par ce qui se passe au Moyen-Orient. Et nos dirigeants, bah, ont fait que impossible, ont absolument voulu qu'on soit dépendant en fait de la mondialisation. Voilà. Donc je continue, et là, lemonde.fr, donc le difficile contournement du détroit d'Ormuz. Parce que là, je commence à avoir des choses intéressantes où on voit bah, comment ça se fait que le détroit d'Ormuz, alors c'est 25% de la production mondiale de pétrole, et comment ça se fait, ça impacte autant le marché mondial. Et bien voilà, en fait, il y a 2 pipelines, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui permettent de réacheminer une partie de la production brute. Mais les autres pays du Golfe Persique ne disposent pas de voies alternatives opérationnelles. Donc en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que voilà, il y a que 2 pipelines et tout le reste, bah, c'est forcément par les tankers. Alors après, j'ai vu des cadres assez marrants hein, de questions pourquoi on contourne pas le détroit d'Ormuz et donc en fait on fait un cheminement terrestre, vous savez sur la carte, et donc on contourne quelque part le détroit quoi. C'est-à-dire on passerait d'un tanker, on mettrait ça sur des camions et après on repasserait un tanker. Voilà. Mais c'est pas possible parce que je rappelle qu'un tanker tu sais, c'est 2 millions de barils. Donc l'équivalent en camions, ce serait 30 000 camions, si on fait le calcul. Donc, et ça, c'est un tanker. Donc imaginez la logistique. C'est pour ça qu'on n'a jamais utilisé les voies terrestres pour faire l'acheminement de pétrole. C'est 30 000 camions. Enfin, rien qu'en l'utilisation d'essence du camion, vous utilisez toute enfin bref. Donc c'est pas possible. C'est pour ça
que c'est le bordel en ce moment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative autre que de créer des pipelines ultra longs de plusieurs milliers de kilomètres. Bon, pas faisable, et surtout, on n'a pas le temps, là, vu le chaos actuel, pour ça. Voilà. Mais, et ça représente 25% de la production mondiale. Donc, et là, on est à 25%, là, c'est dingue, hein. On a zéro, là. Sur les 25%, il y a zéro qui passe. Donc, c'est pour ça que c'est assez problématique. Voilà, donc c'est un peu le chaos avec le pétrole. Donc on est en train d'assister à un choc pétrolier, hein, je le dis, c'est vraiment un choc pétrolier. Et donc au milieu de tout ça, eh bien l'or, comment il réagit? Et lui, eh ben, il stagne un peu. C'est-à-dire que là, l'or, je pense, il fait une petite phase là, de latéralisation, comme vous pouvez le voir, puisque sur cette semaine, hein, je vous mets cette semaine, on a, voilà, par rapport même à la semaine dernière, même baissé. Vous voyez, donc on a atteint un pic cette semaine de 144 000 euros le kilo, et puis là, on est en train de baisser, et on est à 141 334 euros le kilo. Ce qui est moins d'ailleurs que samedi dernier, vous voyez, parce que nous étions à 143 000 euros le kilo. Bon. Donc, le Bitcoin, là, a une petite chute par rapport à la semaine dernière, hein, malgré les annonces quand même pas bonnes du tout sur le détroit d'Ormuz. Bon, donc à voir ce que va faire l'or. Mais au vu du contexte géopolitique et actuel, moi, je parierais plutôt, bah, malheureusement, je dis malheureusement, hein, sur une augmentation encore des cours de l'or, parce que la situation est catastrophique. Bon. Et d'autant plus si on n'arrive pas à trouver une solution de court terme, parce que il y a deux solutions, hein, c'est soit les États-Unis, deux hypothèses, je veux dire, soit les États-Unis se retirent et donc on passe, ça y est, ils délèguent au final la guerre à l'Israël, bon, contre l'Iran, mais ça résolvera pas le problème du détroit d'Ormuz. Je vois mal l'Iran libérer d'un coup le détroit d'Ormuz et dire bon bah allez, tout le monde reprend sa vie comme avant. Ça me paraît peu probable vu que là ils sont chauds, ils ont rien à perdre. Et je pense qu'ils ont été sous-estimés par les États-Unis. Après, je peux me tromper, je sais pas, voilà, je connais pas la géopolitique de Trump, tout ça. Mais c'est ce qui a l'air de se passer quand même. Et c'est pour ça qu'on risque d'avoir un enlisement où les Iraniens, je pense, ils vont pas, à partir de la Russie, la Chine qui s'en mêlent, mais eux, à la limite, la Russie, ça les arrange, puisque bah, ils vont être un des seuls exportateurs et producteurs de pétrole fiables, on va dire, dans la zone Asie. Et la Chine, eux, ils sont alliés à l'Iran, et donc l'Iran laisse passer les pétroliers chinois, si j'ai bien compris. Donc au final, à ce niveau-là, je pense qu'on n'aura peut-être pas trop de mouvement. Par contre, l'Europe, nous, on est dans la merde, parce que, bah, forcément, on a laissé l'acheminement donc russe, on a tout mis dans les mains du Qatar, hein, et des pays du Golfe, plus les États-Unis. Donc, logiquement, on devrait avoir une crise énergétique fois 10 par rapport, si ça continue comme ça, hein, fois 10 par rapport à, notamment à, donc, 2022. Et sinon, bah, sinon, on devrait, j'espère que ça serait s'arranger, hein. Et en plus de cela, si ça se confirme, eh ben, du coup, une chute de l'euro, une crise industrielle, une inflation majeure, et tout ce que ça implique. Et donc, bah, si on a une crise, une chute de l'euro, on doit avoir une augmentation des cours de l'or. Voilà. Et donc, pareil pour l'argent. L'argent, c'est la même chose. Je vais vous montrer, puisque l'argent, regardez, donc on a une augmentation là sur l'année, mais si je vous montre sur cette semaine, on est plutôt en baisse. Regardez, puisque, bon, à légère baisse, hein, 2300 euros le kilo de la semaine dernière, nous sommes passés à 2269, donc une baisse de 100 euros le kilo sur l'argent. Voilà. Mais logiquement, je pense, si ça ne s'améliore pas, s'il n'y a pas une sortie de crise rapide au niveau de l'Iran, avec le détroit d'Ormuz qui est rouvert, on va dire, de façon normale, quotidienne, eh bien, je pense qu'on va avoir une explosion des cours de l'or et de l'argent associée à la chute de l'euro parce que tout va s'effondrer en Europe. Et ça me fait pas du tout plaisir de vous le dire parce que je suis en France, hein, voilà. Je suis pas dans un pays étranger où je pourrais vous dire, bah, tant pis et tant mieux et bien fait pour tout le monde, non. Non, je suis là, hein. Je suis aussi en France. Donc ça me concerne. Donc c'est pas voilà, c'est pas des bonnes nouvelles, mais en même temps, on paye tout simplement les pots cassés des décisions des dirigeants depuis 30 ans quoi, en fait, sur l'énergie et depuis surtout 10 ans, euh, voilà, depuis l'arrivée de Macron premier en France. Voilà. Bon,
Bah, sur ce sera tout les amis, et c'est pour ça que bah, je continue à dire que, avec plus de conviction, hein, clairement, encore qu'avant, avec encore plus de conviction vraiment qu'avant, et que c'est clair que le Bitcoin, l'or, l'argent, c'est vraiment des solutions bah, de plus en plus fiables vis-à-vis de ce qui est en train de nous tomber dessus là, avec le chaos actuel. Et bien sûr à diversifier, hein, avec parcimonie toujours, à compléter peut-être avec du franc suisse notamment, donc pour avoir quand même des choses en banque centrale, tout ça. Mais c'est quelque chose qui devient, autant avant c'était des paris, notamment le Bitcoin, autant maintenant ça peut être quelque chose de primordial vu ce qui se passe. Voilà, après chacun son avis, vous faites ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais en tout cas, personnellement c'est mon avis. C'est vrai que ça fait un moment quand même que j'alerte sur acheter de l'or, de l'argent, du Bitcoin, plus ces derniers temps. Mais là c'est clair. Bon, et bien sur ce, les amis, je vous souhaite, j'espère que vous avez aimé la vidéo, appris des choses, et puis n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et puis sinon moi je vous souhaite un excellent week-end, hein, vraiment profitez, reposez-vous bien, ne regardez pas forcément les actualités, parce que c'est important aussi de décompresser, de rester positif. Alors c'est étonnant parce que, ok, on a plein d'événements vraiment pessimistes, mais en même temps, je pense qu'il faut rester bah, droit dans ses bottes et rester quand même positif sur la vie en général quand même, et se protéger au final, voilà, protéger son épargne, clairement, pour être le plus serein possible, si c'est possible, sur ce qui se passe. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, la bise, à la semaine prochaine. Ciao!